Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo a un petit peu tardé, mais c'est seulement parce que mentalement, je voulais retarder l'arrivée de l'automne le plus longtemps possible. Tant qu'il fait beau et chaud, pour moi, c'est encore l'été. Le froid va venir de toutes les manières. L'hiver arrive, qu'on le veuille ou non, donc pourquoi le faire venir avant qu'il ne soit déjà là? C'était un petit peu mon état d'esprit. Mais on est déjà en octobre, donc il est temps de faire le bilan de mes lectures estivales. J'aimerais revenir sur les livres que j'ai le plus aimés, mais aussi sur les livres qui m'ont le plus marqué. Parce que vous savez, il y a certains livres qu'on n'aime pas forcément, mais qui nous marquent. Des livres auxquels on repense souvent après les avoir terminés. Et je pense que ces livres valent aussi la peine d'être partagés. On va commencer avec La Chambre verte de Martine Desjardins. C'est un roman qui m'a été recommandé en début d'année, donc il y a plusieurs mois. Martine Desjardins, c'est une autrice québécoise que vous connaissez déjà peut-être parce que son roman Méduse, qui est sorti en 2020, a quand même beaucoup fait parler de lui. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo il y a quelques années parce que j'ai aussi beaucoup aimé ce livre. Donc La Chambre verte est paru quelques années avant Méduse, le livre est sorti en 2016 et le roman raconte l'histoire d'une famille assez particulière appelée les Delorme. Alors le père Delorme a hérité de son père et de son grand-père une soif obsessionnelle pour l'argent. Lui et sa femme vivent dans la maison familiale qui appartenait à son père, qui lui-même l'a hérité de son grand-père. Alors je sais pas si vous connaissez ces émissions américaines qui parlent de ces gens hyper radins qui veulent jamais rien dépenser, les cheapskates. Les Delorme ressemblent un petit peu à ça. Ils ne dépensent jamais rien s'ils peuvent l'en empêcher, ils sont extrêmement radins et antipathiques et ils ne font jamais rien qui n'est pas intéressé. Jusqu'au jour où ils font la rencontre d'une jeune femme appelée Penny. Lorsque le père Delorme rencontre Penny, elle lui dit qu'elle est extrêmement riche. Aussitôt, monsieur et madame Delorme décident que Penny doit épouser leur fils, juste pour pouvoir accroître la fortune familiale, bien sûr. Ils sont loin de se douter que Penny les mène en bateau. Ils sont aussi loin de se douter que leur propre maison complote contre eux. Doté d'une sorte de conscience, le manoir familial des Delorme est lassé de ses propriétaires qui sont juste trop radins, qui ne veulent jamais dépenser un centime pour le rénover ou le retaper. Avec ce résumé, vous vous en doutez peut-être, mais La Chambre verte est un roman hyper original et extrêmement drôle. Les caprices des Delorme m'ont beaucoup amusé, ils sont d'horribles personnes et j'ai pris un plaisir presque sadique à les voir subir les conséquences de leurs propres actions. Le livre est aussi raconté à la première personne du point de vue de la maison, ce qui rajoute au côté loufoque de l'histoire. Bref, ce livre m'a trop donné envie de découvrir les autres livres de l'autrice, donc je risque peut-être de reparler de Martine Desjardins sur cette chaîne YouTube. En tout cas, si vous ne connaissez pas La Chambre verte et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande parce que c'est vraiment une bonne lecture. Et on enchaîne avec un deuxième roman québécois, Vénéfica de Raphaël B. Adams. Alors j'ai lu ce roman au début de l'été, au mois de juin si je ne me trompe pas, mais j'ai tellement aimé l'ambiance, le concept, que j'ai besoin d'en parler dans cette vidéo bilan de mes lectures d'été. Alors Vénéfica, c'est un roman fantastique qui raconte l'histoire d'une jeune femme appelée Catopsis. C'est une jeune femme qui est obligée de se nourrir de chair humaine pour survivre. Donc dans le monde dans lequel ce roman se déroule, il existe un groupe de femmes qui sont en fait des chasseuses anthropophages. Elles sont appelées des toxines. Et Catopsis est l'une d'entre elles. Ces toxines font équipe avec des fleurs, qui sont de très belles jeunes femmes, qui peuvent immobiliser les proies, donc des toxines, à l'aide de leurs phéromones. Une fois que les proies sont immobilisées, les toxines peuvent les dévorer et elles laissent les restes pour les fleurs, qui elles sont nécrophages. Les toxines et les fleurs forment une communauté qui s'appelle la Floralia. Cette communauté ressemble un petit peu à une secte puisque les membres de la Floralia n'ont pas le droit de remettre en question les règles de la Floralia et ils ne peuvent pas non plus la quitter. Catopsis est dégoûtée par sa nature de toxine, elle est dégoûtée par le fait qu'elle a besoin de se nourrir de chair humaine et donc elle espace ses chasses le plus possible, ce qui lui attire la colère des Aetus qui sont les créatures mystérieuses qui dirigent la Floralia. Donc Vénéfica, c'est un roman vraiment passionnant, la plume tout en finesse est très immersive, elle a réussi à me plonger de manière vraiment viscérale dans cet univers. Je pouvais ressentir la faim dévorante de Catopsis comme si c'était la mienne. Je pouvais aussi ressentir sa culpabilité, ses peurs, ses angoisses comme dans mon estomac. Je le ressentais vraiment à l'intérieur de moi. Le concept des toxines, des fleurs, j'ai trouvé que c'était très original, bien pensé et très intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir en fait la Floralia et puis finalement les différentes règles qui structurent la vie donc des toxines et des fleurs. Et il y a aussi tout un aspect sexuel et érotique associé aux chasses qui ajoute une couche de complexité aux relations entre les fleurs et les toxines. Donc si vous cherchez un roman fantastique, adulte, bien écrit, qui sort un petit peu des sentiers battus, je vous recommande Vénéfica. Franchement, ce roman vaut le détour,
Super bon. Le troisième roman dont je voulais vous parler, c'est Léopard Noir, Loup Rouge de Marlon James. Alors ça fait très longtemps que je dois lire ce livre. Je l'ai commencé plusieurs fois et à chaque fois j'étais pas vraiment d'humeur à le lire, donc à chaque fois j'ai abandonné. Mais cet été, je l'ai lu du début à la fin. Ce n'était pas facile. Je vous le dis tout de suite, ce n'était pas facile, mais je l'ai lu du début à la fin et je peux maintenant vous en parler. Alors ce livre, vous l'avez peut-être deviné, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est le livre qui m'a le plus marqué parmi tous les livres que j'ai lus cet été. Je pense encore souvent à ce livre et plus le temps passe, plus j'ai le souvenir de l'avoir aimé. Je ne sais pas pourquoi. Donc pour vous résumer l'histoire en gros, et je dis bien en gros, le roman nous parle de l'histoire d'un jeune homme qui se fait appeler Pisteur. Donc Pisteur se fait appeler Pisteur parce qu'il a un odorat extrêmement développé. Donc il peut retrouver n'importe qui, quelle que soit la distance. L'histoire prend place dans une Afrique précoloniale aux allures mythologiques où magie, sorcellerie, créatures surnaturelles côtoient les humains. Pisteur traverse le continent de long en large et en travers tout au long de l'histoire, enchaînant les petits jobs. Généralement, le travail de Pisteur, c'est de retrouver par exemple des maris qui ont disparu ou des enfants qui ont disparu. Un jour, un vieil ami à lui qui est un métamorphe du nom de Léopard et qui, comme son nom l'indique, peut se transformer en léopard, lui propose un job. Ce job, c'est de retrouver un petit garçon dont personne ne connaît le nom ou l'origine et dont personne ne sait en fait s'il est vivant ou mort. Le roman parle donc principalement de cette quête de Pisteur qui est à la recherche de ce mystérieux petit garçon. Léopard Noir, c'est un roman complexe qui aime entremêler différentes histoires. Donc on a souvent des personnages qui racontent des histoires. Souvent Pisteur lui-même va faire une pause dans son histoire pour raconter une autre histoire, pour pouvoir expliquer par exemple comment il connaît telle personne ou comment telle chose lui est arrivée. Donc il y a beaucoup d'histoires qui s'entremêlent dans ce roman, ce qui rend la structure du roman plutôt complexe et la lecture plutôt laborieuse. Le style d'écriture aussi peut rendre la lecture plutôt pénible. Le worldbuilding est inspiré de plusieurs légendes, mythes africains. On découvre dans ce livre des villes absolument extraordinaires que j'ai adoré imaginer. Il y a aussi des créatures fantastiques dans ce livre que j'avais jamais vues avant, que je connaissais pas du tout. Je ne sais pas si c'est des créatures qui ont été inventées par l'auteur et qui sont vraiment tirées de légendes africaines, mais en tout cas il y a des créatures dans ce livre où je me suis dit waouh, c'est trop cool. Donc le world building extraordinaire. Les personnages maintenant sont très attachants aussi. J'ai pas pu m'empêcher de m'attacher à ces personnages. Par exemple, le personnage de Léopard qui est mon personnage préféré dans le livre. J'ai aussi beaucoup aimé Mossy qui est le love interest du personnage principal. Au passage, la romance entre Mossy et Pisteur est super bien écrite, super touchante. Mais spoiler alert, elle a une fin tragique. Je dois vous le dire, l'histoire est d'une violence extrême. Je pense que ce livre mériterait une très longue liste de trigger warning. Entre autres, ce livre fait mention de viol, de zoophilie, d'inceste, de torture, et tout cela de manière excessivement détaillée. Donc c'est pas juste faire mention en fait, je devrais pas le dire comme ça, c'est vraiment des scènes très détaillées, très descriptives. Si bien que je me suis parfois demandé si l'auteur allait bien, donc Marlon James... Est-ce que ça va? Mais en fait, une fois arrivé au milieu du roman, le personnage principal commence à changer. Et la violence dans le livre devient moins intense. Ou peut-être que je me suis juste habituée en fait à toute cette violence. Peut-être que le livre m'a désensibilisée. Mais j'ai eu l'impression que les scènes de violence, que la violence dans le livre devenait moins intense, arrivée à peu près au milieu du livre. Et c'est à peu près aussi à ce moment-là du livre que le personnage principal commence à devenir plus empathique. Et il commence aussi à réaliser que les traumatismes qu'il a subis dans sa vie ont influencé en fait sa manière de percevoir le monde autour de lui. Donc je pense que toute la violence au début du livre, les descriptions plutôt dégoûtantes, c'est intentionnel. D'un côté, j'admire beaucoup la manière dont l'auteur a écrit le point de vue de Pisteur. Cependant, je continue de penser que certaines scènes et certaines descriptions n'étaient vraiment pas utiles. Léopard Noir, Loup Rouge, c'est une histoire qui m'a définitivement marquée. Malheureusement, la violence absolument gratuite du texte, les descriptions vraiment trop nombreuses et dégoûtantes d'appareils génitaux, d'urine, d'excréments, tout ça fait que je ne vais sans doute pas lire les autres livres dans la série parce que oui, ce livre est le premier tome d'une trilogie. Je ne peux pas vous recommander ce livre chaudement et vous dire allez-y lisez-le parce que c'est un livre choquant. Il faut vraiment avoir l'estomac bien accroché pour le lire. Si vous avez l'estomac bien accroché et si vous recherchez une fantaisie complexe,
Je peux vous recommander ce livre, mais franchement, à vos risques et périls. C'est tout ce que je dirais. Parlons maintenant de The Jasmine Throne de Tasha Suri, qui est un livre sorti en français sous le titre Le Trône de Jasmin. Je vous ai mentionné ce livre dans ma vidéo 7 jours de lecture parce que j'avais l'intention de le lire dans le cadre de cette vidéo, mais je n'ai finalement pas eu le temps. J'ai toutefois commencé le livre tout de suite après avoir terminé de filmer et je peux maintenant vous dire ce que j'en ai pensé. Le Trône de Jasmin, c'est un roman de fantasy, c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle la trilogie des royaumes ardents. Dans ce premier tome, on fait la rencontre de Priya, qui est une servante à la cour des dirigeants de la région dans laquelle elle vit. Un jour, une princesse arrive dans la ville de Priya. C'est la princesse Manini qui a été condamnée à l'enfermement par son frère aîné, qui est l'empereur qui règne donc sur l'empire où se déroule l'histoire. Selon les coutumes familiales, toutes les femmes de la famille doivent accepter de se sacrifier et de brûler vive sur un bûcher pour se purifier. Le frère de Malini aimerait beaucoup qu'elle aille brûler vive sur un bûcher, sauf que Malini a refusé de le faire. Elle est condamnée à vivre en presque total isolement jusqu'à ce qu'elle accepte de brûler vive sur un bûcher ou jusqu'à ce qu'elle meure. Suite à un concours de circonstances, Priya devient la servante de Malini pendant que celle-ci vit en captivité. Elles vont petit à petit se rapprocher, mais tandis qu'elles se rapprochent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la ville où elles se trouvent. Une rébellion est en train de prendre place. Les rebelles aimeraient que leur région se sépare de l'Empire. Ces rebelles ont des liens mystérieux avec Priya et des liens mystérieux avec la magie qui sommeille en elle. Le Trône de Jasmin prend place dans un univers fantasy d'inspiration indienne. L'autrice nous présente son monde avec beaucoup d'adresse, tout d'abord en nous jetant dedans sans rien nous expliquer, puis en nous expliquant petit à petit les différentes caractéristiques de ce monde pour qu'on puisse y barboter avec un petit peu plus d'aise. J'ai aussi beaucoup aimé la magie dans cet univers. C'est une magie liée aux éléments, donc liée à la nature, aux arbres, aux plantes, à l'eau. L'histoire elle-même se concentre sur la romance entre Priya et Malini. Le romance est mignonne et bien écrite, mais je dois vous avouer que perso j'ai pas trop accroché en fait à la romance. J'étais beaucoup plus intéressée par l'intrigue politique qui se trouve donc en background. Croyez-le ou non, après ma review de Léopard Noir, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de violence dans cette histoire. Pour un livre qui parle de rébellion, de guerre, de tyrannie, j'ai trouvé que ça restait un petit peu trop gentil. J'ai eu l'impression plusieurs fois dans le livre que l'autrice avait peur de rendre ses personnages trop monstrueux, ce que je trouve dommage parce que c'est l'un des thèmes de l'histoire, comment la guerre, la rébellion peut nous forcer à commettre des actes monstrueux justement. En dehors de cela, Le Trône de Jasmin, c'est un livre qui m'a quand même beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé la magie et il y a plein de personnages dans ce livre aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc si vous cherchez une romance saphique de style épique sur fond d'intrigue politique, vous allez probablement aimer ce livre. There's Always This Year de Hanif Abdurraqib. Une personne que je suis sur les réseaux a posté une citation de ce livre peu de temps après sa sortie et je me souviens plus c'était quoi l'extrait, mais j'ai beaucoup aimé l'extrait et l'extrait m'a donné envie donc de lire ce livre. Quand j'ai commencé ce livre, je pensais qu'il allait parler de basketball et le titre du livre le laisse penser puisque le titre complet c'est There's Always This Year on Basketball and Ascension. Je ne suis pas une fan de basket, en fait je n'y connais pas grand chose au basket pour être complètement honnête avec vous. Les seules choses que je sais sur le basket c'est des choses que j'ai apprises en regardant les Wildcats dans High School Musical, mais j'aime le sport et j'aime les histoires sur le sport. Quand il est question de sport, il est souvent question de rivalité, de sacrifice, d'obstacles à surmonter, de miracles, de prouesses se trouvant hors de la portée du commun des mortels. J'aime beaucoup lire les histoires sur le sport et les histoires sur des sportifs parce que je trouve que les histoires en fait écrites par le sport sont souvent très intéressantes. Je pensais donc que There's Always This Year serait une histoire sur ça, donc une histoire qui parle de sportifs qui surmontent différents obstacles pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et en quelque sorte, ce livre parle de ça, ce livre parle de basket, parle de sportifs, mais ce livre parle aussi de tellement d'autres choses. There's Always This Year, c'est en fait une collection de textes et de poèmes et d'anecdotes tirées de la vie de l'auteur, qui parle de son enfance passée dans une banlieue de l'Ohio, aussi de sa passion pour le basketball et aussi de sa vingtaine difficile. Donc l'auteur nous parle de la période qu'il a passée en prison et il nous parle aussi du fait qu'il a vécu pendant plusieurs années dans la rue. Et il le fait toujours avec une plume tellement soigné, tellement poétique, tellement magnifique. Et il se sert de cet amour qu'il a pour le basket comme fil conducteur pour aborder d'autres sujets tels que le racisme. On sent dans ce livre tout l'amour qu'il a pour l'Ohio, pour la banlieue dans laquelle il a grandi, pour les gens de cette banlieue, pour la culture afro-américaine de banlieue des années 90, une culture dont les échos se sont longtemps fait ressentir dans certains quartiers de Saint-Martin, là où j'ai grandi. Et donc il y a plusieurs aspects du livre qui m'ont rendu nostalgique et qui m'ont paru tellement familiers. Bref, ce livre, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Je n'aurais jamais
jamais pensé un jour que ma gorge allait se nouer en lisant un texte sur LeBron James. Vraiment chapeau à l'auteur. Je recommande ce livre que vous soyez fan de basket ou non, je pense qu'il vaut vraiment le détour. Je vais maintenant passer assez rapidement sur les 2 derniers livres dont je voulais vous parler dans cette vidéo puisque je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo 7 jours de lecture. Donc le premier c'est Amatka. Amatka c'est un roman de science-fiction suédois. Amatka se déroule dans un monde mystérieux dans lequel les humains se seraient installés et auraient bâti plusieurs colonies. Ce monde mystérieux, on ne sait pas si c'est une autre planète, on ne sait pas non plus si c'est un univers parallèle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un jour, les humains se sont installés là et ont fondé des colonies. On sait aussi que les règles de la physique sont différentes dans ce monde. Dans ce monde, pour que les objets puissent maintenir leur forme, il faut constamment leur rappeler ce qu'ils sont. Donc le personnage principal de Amatka, c'est une jeune femme qui travaille pour une compagnie qui fabrique des savons, ce qui, on est d'accord, super original. Cette jeune femme arrive dans une colonie assez reculée pour mener une étude de marché. Elle essaye de savoir quels sont les produits d'hygiène que les gens de cette colonie aiment utiliser. Mais durant son séjour dans cette colonie, plusieurs événements étranges s'enchaînent. C'est un roman qui a su me tenir en haleine jusqu'aux dernières pages, comme vous le savez. Si vous aimez les histoires un peu bizarres, la science-fiction très métaphorique, je pense que vous allez l'aimer. On passe maintenant au dernier livre, donc c'est The Guest d'Emma Cline, que j'ai aussi lu dans le cadre de ma vidéo 7 jours de lecture. C'est un roman contemporain qui me faisait de l'œil depuis longtemps parce que l'autrice Emma Cline a aussi écrit un autre livre que j'ai beaucoup aimé, The Girls. Habituellement dans les romans à suspense, on va utiliser l'intrigue et on va utiliser des ressorts narratifs liés à l'action pour créer la tension, mais Emma Cline, elle se sert quasi exclusivement que des descriptions de l'environnement, de l'atmosphère pour créer en fait la tension. Ça donne souvent l'impression qu'il ne se passe rien dans ces romans et pourtant on sait pas pourquoi on est quand même nerveux. The Guest parle d'une jeune femme qui se retrouve à errer dans une zone balnéaire. Elle n'a nulle part où aller, mais elle est certaine que si elle réussit à survivre dans la rue pendant une poignée de jours, elle pourra retourner auprès de l'homme qui l'a mise dehors. Elle pense que cet homme va lui pardonner tous ses torts et qu'ils vont pouvoir reprendre leur relation comme si de rien n'était. On sait, nous les lecteurs, que ça ne va pas arriver. On sait qu'elle se trompe, mais elle en est sûre et certaine. Au fur et à mesure du livre, elle rencontre différents personnages qu'elle va tromper pour pouvoir avoir un endroit où dormir, pour pouvoir avoir de la nourriture. Elle manipule toutes les personnes qu'elle rencontre et elle profite en fait de la gentillesse et de la naïveté de toutes les personnes qui croisent sa route. Tout au long de son histoire, on a le sentiment que quelque chose de terrible va arriver, mais on ne sait pas exactement quoi. C'est comme regarder un train qui va droit dans le mur. Donc The Guest, c'est un roman assez spécial, très lent, très atmosphérique. Je ne pense pas que c'est un livre qui va plaire à tout le monde, surtout que la fin est très abrupte et j'ai vu que beaucoup de personnes la trouvaient vraiment pas satisfaisante. Mais personnellement, c'est un livre qui m'a beaucoup plu et c'est aussi un livre qui m'a laissé une très forte impression. Nous voilà enfin à la fin de cette très longue vidéo. Je ne sais pas si vous le voyez, mon visage brille, j'ai tellement chaud. J'espère que je vous aurai donné envie d'ajouter quelques livres à votre palle. C'est mon objectif avec ces vidéos lecture. S'il y a un livre dont je vous ai parlé que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a un livre que je vous ai donné envie de lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. Portez-vous bien tout le monde, on se retrouve très vite. À bientôt, bye.